Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Bonjour chez vous, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Des débats, des reportages en région et bien sûr toute l'actualité politique et parlementaire. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Nous sommes donc ensemble pendant 1h30 et au programme aujourd'hui, la politique migratoire au menu du Parlement cette semaine. Un débat sur ce sujet voulu par Emmanuel Macron aura lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale et mercredi au Sénat. On en parle avec le sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, Fabien Gay, il est avec nous. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Yannick Jadot, le député européen, membre d'Europe Écologie Les Verts. Interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Pascal Jalabert du groupe EBRA. Et puis toutes les semaines, vous le savez, nous nous rendons à votre rencontre dans un département. Cette semaine, nous serons en Ille-et-Vilaine pour parler de la rentrée étudiante et de ses problématiques, notamment le logement. Et enfin, le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Nous parlerons bien sûr des suites de l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. Elle pose de nombreuses questions sur la détection et le suivi des personnes radicalisées. Il y a eu des failles, a reconnu hier Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur sera auditionné demain au Parlement. Mais avant cela, un résumé de l'actualité de ce lundi 7 octobre. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont défilé hier à Paris contre la PMA pour toutes. Les organisateurs y vont un avertissement au gouvernement. Le texte est examiné en ce moment même à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique, sera auditionnée demain au Sénat sur l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen. Hier, Édouard Philippe a annoncé dans le journal du dimanche la création d'un comité de la transparence. Et un premier procès dans l'affaire Karachi, 25 ans après les faits, 6 hommes sont jugés à partir d'aujourd'hui au tribunal correctionnel de Paris. Ils doivent répondre de soupçons de commission occulte en marge de la campagne présidentielle d'Édouard Balladur en 1995. On débute avec le sénateur du jour. Il est élu de Seine-Saint-Denis, siège au groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Bonjour Fabien Bonjour. Gay. Merci d'être avec nous ce matin. Actualité chargée, mais on va commencer bien sûr par les suites de cette attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. Christophe Castaner a reconnu hier des failles. Est-ce que vous faites partie de ceux qui demandent la démission du ministre de l'Intérieur ? Tout d'abord, si vous le permettez, je voudrais commencer par adresser mes condoléances à la famille et aux proches de ces 4 fonctionnaires de police, ainsi qu'à l'ensemble des fonctionnaires de la préfecture de police de Paris. Je crois qu'il ne faut pas céder ni à la panique, ni minimiser ce fait qui est extrêmement grave et qui a meurtri, parce qu'il ne faut pas céder à la panique, parce que les terroristes, celles et ceux qui commettent ces atrocités, ces attentats, voudraient que nous cédions à la panique et que nous nous divisions. Et puis, il faut surtout ne pas céder à un enjeu politicien qui ferait des amalgames entre la communauté musulmane qui serait forcément égale à terrorisme. Alors après, il faut garder la tête froide, c'est un fait grave, il faut qu'il soit, je dirais, très vite ciblé, que nous regardions comment faire. Il y a les questions de moyens humains et financiers, sur la question de la radicalisation, comment la détecter au plus vite pour ensuite pouvoir écarter et agir, et puis mettre des moyens sur la déradicalisation. Donc vous voyez, c'est un enjeu global qui mérite sérieux et qui ne mérite pas, je dirais, des polémiques. Moi, je ne suis jamais de ceux qui demandent la démission de tel ou un tel, chacun prend ses responsabilités. Je ne suis pas, on peut le dire, un grand soutien de M. Castaner, sincèrement. Je me rappellerai toujours des épisodes sur les gilets jaunes, les dizaines de mutilés et de blessés. Je ne pardonnerai jamais Steve Canico à Nantes, jamais. Mais franchement, penser que nous allons régler cette question-là, qui est extrêmement grave, en demandant simplement la démission de Christophe Castaner, je pense que c'est un leurre politicien. Donc ceux qui aujourd'hui demandent sa démission dans l'opposition, pour vous, ils font de la politique politicienne ? Moi, je ne fais jamais ça. Je pense que la chose est extrêmement sérieuse. Il faut qu'elle est étudiée en ce moment par les inspections. Il faut regarder les failles. Il faut regarder les failles précises. Après, il y aura le volet, je dirais, de celles et ceux qui devront en tirer les conséquences. Mais il y a surtout le volet pour que jamais ça se reproduise. Parce que ça peut arriver
d'abord dans la préfecture de police de Paris, mais dans l'ensemble de l'administration. Et il faut que nous prévenions ces risques. Il faut que nous mettions des moyens humains et financiers pour prévenir cette question de la radicalisation. Il faudra en tirer les conséquences et ceux et celles qui sont responsables. Est-ce que éventuellement, Christophe Castaner, vous ne demandez pas sa démission aujourd'hui parce que l'enquête est en cours et parce qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais s'il se révèle qu'il a une responsabilité, à ce moment-là, vous demanderez sa démission? Non, mais attendez, je vous le répète. Moi, je crois que la question, vous pouvez changer un ministre de l'Intérieur. Si vous ne changez pas la doctrine, si vous ne mettez pas les moyens humains et financiers, ça sera la même chose. C'est une question pour vous, c'est une question de moyens? Hautement politique. Hautement politique. Il faut que nous regardions ce fait face à face et que nous regardions que nous regardions les failles et pour que jamais ça puisse se reproduire. Après, vous pouvez dire c'est la faute du tel ou tel ministre, ça ne réglera pas la question. Vous pouvez demain faire sauter Christophe Castaner, vous aurez encore la question qui est posée. Quels moyens financiers et humains? Et quand vous parlez avec des agents de la préfecture de police, ils vous disent, c'est notamment la question de la formation professionnelle. Il faut que nous accélérions sur ça. On a été touché en plein cœur du système, du réacteur de la lutte contre l'antiterrorisme. Donc la question, c'est pas de chasse aux sorcières, parce qu'il ne faut pas céder à la panique, parce que franchement, nous ne répondrons pas à l'enjeu. Il faut regarder la chose, aller rapidement. Je crois que déjà des enquêtes sont menées, aller très rapidement, et surtout mettre les moyens financiers et humains sur la formation professionnelle pour que jamais mais ça puisse... Mais est-ce que c'est uniquement une question de formation? Là, ça vient de l'intérieur de la préfecture de police, ce n'est pas de l'extérieur. Non, bien sûr, mais oui, mais parce qu'il faut prévenir la question de la radicalisation. Et ça peut... Est-ce que c'est pas aussi changer d'état d'esprit? On se méfie pas, peut-être oui, mais c'est français, on ne se méfie pas de ses collègues. Oui, mais ne versons il n'y a pas de vigilance. Ne versons pas dans l'autre, et une partie de la droite et l'extrême droite nous entraînent dans ça, où on ferait l'amalgame, où on aurait peur de son voisin, de son collègue de bureau, et que, je le dis, il y a en plus un moment politique dans lequel nous sommes, où, par exemple, on pourrait parler de la convention de l'extrême droite, qui cible une question, c'est l'islam, tous les musulmans seraient des potentiels terroristes. Si nous allons vers cela, nous allons vers une chasse aux sorcières, vers une division qui sera bien plus grave encore que ce que nous avons affronté, qui est déjà extrêmement grave et sur lequel il faut agir, je le répète. Un mot pour finir sur ce sujet. Christophe Castaner sera auditionné demain par la délégation parlementaire au renseignement. Qu'est-ce que vous attendez de cette audition? Il faut qu'il rassure et il faut la transparence totale. C'est vrai que peut-être qu'encore une fois, il a parlé trop vite, sans savoir, et c'est vrai que les premières déclarations, celles de jeudi et ce que nous savons déjà aujourd'hui, il y a un gouffre. Donc peut-être qu'il dira la vérité. Allez, on va passer à un autre sujet. La mobilisation hier à Paris des anti-PMA pour toutes. Ils étaient des dizaines de milliers à manifester dans les rues de la capitale. Parmi eux, quelques politiques, mais ils se sont fait rares. Flora Sauvage. On va regarder ce sujet dans quelques secondes. Il arrive. 7 ans après la mobilisation contre le mariage pour tous, plus de 70 000 personnes, selon un comptage indépendant, sont descendues dans la rue hier pour manifester contre l'extension de la PMA aux femmes célibataires et aux lesbiennes. Une promesse de campagne du chef de l'État. Le fait de priver un enfant volontairement de père pose évidemment problème ce projet de loi, et ça a été dit certainement avant moi, pose bien d'autres questions. Il n'y a eu aucune réponse, c'est la raison pour laquelle nous avons finalement, avec une vingtaine d'associations, tous ensemble, donné rendez-vous dans la rue aujourd'hui. 2 TGV spéciaux ont été affrétés pour l'occasion et plus d'une centaine de cars ont fait le déplacement. Dans le cortège, quelques politiques, mais surtout beaucoup d'anonymes, venus exprimer leur mécontentement face au projet de loi du gouvernement. Concrètement, créer des enfants sans papa, je ne trouve pas que c'est une notion de progrès extraordinaire. Puis je veux dire, clairement, moi je ne pensais pas venir manifester. J'ai entendu dans la presse l'avis de l'Académie nationale de médecine et j'ai entendu les mots de la ministre de la Santé dire « cet avis est un peu dépassé ». J'ai trouvé ça d'un dédain extraordinaire et j'ai trouvé ça, du coup, méprisant. Avec l'extension de la PMA à toutes les femmes, les opposants redoutent que cela entraîne la légalisation de la gestation pour autrui. Une mesure qui ne figure pas dans le texte. Je pense que la PMA sans père, c'est pour maintenant et que bientôt, ça sera la GPA. Ça vient de passer en amendement. Déjà adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale, la PMA, la mesure phare de la loi bioéthique, doit être examinée au Sénat en janvier. Fabien Gay, plus de 70 000 personnes hier dans les rues de Paris selon un comptage indépendant. Est-ce que les opposants à la PMA pour toutes ont réussi leur manifestation ? Oui, mais vous voyez, si hier il y avait eu une manifestation syndicale
qui réunit souvent entre 100 et 300 000 personnes sur le territoire. Ce matin, vous ne me poseriez même pas la question. Donc, un peu moins quand même les manifestations syndicales ce temps-ci. Si, il y a des manifestations syndicales sur les dernières années qui ont réuni beaucoup plus de monde. Ils ont eu micro ouvert toute la journée, en chaîne continue. Quand il y a une manifestation syndicale, il n'y en a pas un mot. On a donné le chiffre de 600 000 sans contredire les choses. Maintenant arrivent les chiffres de la préfecture et du cabinet. Alors, la préfecture dit 42 000, le cabinet indépendant 74 000, et les manifestants effectivement je vous dis ça 600 000. parce qu'on est dans un moment politique quand même où la réaction a micro ouvert dans l'ensemble des médias. Je le disais tout à l'heure, quand on a une convention de l'extrême droite qui réunit 100 ou 200 personnes et qu'on laisse un homme qui a été condamné 2 fois pour haine et propos racistes et qu'on lui laisse micro ouvert, voilà dans quel moment... Qu'est-ce que vous dites ? Il ne faut pas entendre ces gens qui manifestent ? Si, il faut les entendre. Il faut pas en parler ? Si, il faut les entendre. Nous sommes en France et la liberté de manifester, je l'ai à cœur. Mais moi, je voudrais m'adresser à celles et ceux qui combattent depuis toujours pour l'égalité. Et je leur dis aujourd'hui, n'ayez pas honte, restez la tête haute. Moi, je voudrais m'adresser aux 3 personnes hier soir qui, à Lyon, 3 jeunes hommes homosexuels qui ont été agressés. Vous voyez, en France, le racisme et l'homophobie peuvent faire très mal et parfois tuent. Et donc, je leur dis que nous sommes dans le sens de l'histoire et que finalement, le sens de l'histoire, c'est toujours le progrès humain, le progrès social et le progrès pour l'égalité. Il y a 50 ans en France, l'homosexualité était un crime. Aujourd'hui, nous avons le mariage pour tous et demain, nous allons avoir la PMA pour toutes. Vous dites que les gens qui manifestaient hier contre la PMA pour toutes sont homophobes ? Une partie, pas toutes et tous, mais une partie, oui. Écoutez, on a quand même vécu la manif pour tous en 2013, vous étiez là. Je pense que le climat politique et ce qu'on entendait dans la rue, il y avait des propos homophobes. Et donc je le dis au gouvernement, il faut aller vite pour cette histoire. Il faut aller vite, le débat va finir à l'Assemblée nationale et il faut respecter les opposants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les respecter. Il faut venir au Sénat. La population française est pour maintenant. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont compris une chose, quand quelques-uns et quelques-unes gagnent des droits, c'est les droits de toutes et tous qui progressent. Voici le sens de l'histoire. Maintenant, la réaction a le droit de défiler dans la rue, évidemment. Elle va le faire pendant des semaines et des semaines. Elle nous promet maintenant un calendrier jusqu'à la fin de l'année. Il faut donc aller vite. Vous voyez maintenant, 5 ans après, plus personne n'imaginerait revenir sur le mariage. Donc ça va arriver au Sénat en janvier. Ce texte, pour vous, ça passera sans problème au Sénat ? On verra. Nous sommes évidemment favorables à l'ouverture à la PMA pour toutes. Ce qui n'est pas le cas de toute la droite. C'est pas le cas de... Mais encore une fois, je respecte tout le monde. Mais il faut que nous ayons ce débat de société. La population française est pour dans son ensemble. Allons-y. Il y a des manifestants et ils ont le droit. Mais nous verrons et nous aurons au bout du débat parlementaire. Et je pense que la société française, après, actera la chose comme elle l'a fait pour le mariage pour tous. Allez, on va passer à un autre débat, celui sur la politique migratoire. À la demande d'Emmanuel Macron, il a lieu cette semaine au Parlement, aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mercredi au Sénat. On en parle avec notre journaliste parlementaire Alexandre Poussat. Bonjour Oriane, bonjour Fabien Gay. Bonjour. Alors on le disait, le débat sur la politique migratoire aura lieu mercredi au Sénat. À quoi peut-on s'attendre ? Mais en tout cas, les sénateurs attendent avec impatience ce débat sur la politique migratoire, car depuis qu'Emmanuel Macron a durci son discours sur l'immigration, il pourrait y avoir des points de convergence entre le Sénat et le gouvernement, notamment sur les quotas d'immigrés. Emmanuel Macron n'y est pas hostile, il en avait même parlé au début du grand débat national, et les sénateurs sur ce point sont un peu en avance, car ils ont voté l'an dernier des quotas d'immigrés économiques, mais à l'époque, l'Assemblée nationale et le gouvernement avaient rejeté cette mesure. Autre point de convergence, la transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Alors pour expliquer concrètement, l'aide médicale d'État rembourse les soins des étrangers en situation irrégulière et l'aide médicale d'urgence est centrée sur les maladies graves. Chaque année, le Sénat le vote dans le budget et le gouvernement est en train d'étudier la question. Donc ça, c'est pour les points d'accord, mais il va évidemment y avoir des critiques de la part des sénateurs et notamment sur la lutte du gouvernement contre l'immigration clandestine. Écoutez le président du Sénat, Gérard Larcher, c'était début septembre. Il est indispensable de renforcer la lutte contre l'immigration clandestine et les réseaux de passeurs. Rappelons simplement un chiffre. Moins de 20% des décisions d'éloignement sont réellement exécutées.
Gérard Collomb estimait, c'était en 2017, à 300 000 le nombre d'étrangers en situation irrégulière. Rien que sur les 5 premiers mois de l'année, sur un pays qui a vu ses visas de court séjour transformés, eh bien, je vous le dis, plus 84%, par exemple, de demandes d'asile des Géorgiens. Les sénateurs vont aussi profiter de ce débat pour faire le bilan de la loi Asile et Immigration qui avait été portée par Gérard Collomb en juillet 2018. Et pour les sénateurs de droite, eh bien, cette loi ne fonctionne pas. Écoutez le président des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau. Cette loi qui est tout juste promulguée il y a 1 an, elle ne fonctionne pas. Il a même été obligé de reconnaître devant ce qu'on appelle la conférence des ambassadeurs. Tous les ans, le président de la République fait venir de tous les pays du monde nos propres ambassadeurs, les ambassadeurs de France dans ce pays. Et il leur a dit, voilà, il y a quelque chose qui ne marche pas. La France est devenue le premier pays d'Europe de rebond pour les déboutés du droit d'asile. Ça ne fonctionne pas. Sauf que c'est l'échec que nous avions prédit de sa loi Asile-Immigration. Voilà, mercredi, les critiques des sénateurs devraient quand même fuser. Merci beaucoup Alex, on vous retrouve tout à l'heure. Fabien Gay, est-ce que, on le voit forcément au Sénat, le débat risque d'être un peu agité. Est-ce que c'est bien qu'un débat sur la politique migratoire ait lieu chaque année au Parlement ? Écoutez, l'homme de gauche et le communiste que je suis peut voir la chose de 2 façons. Je pense qu'il y a eu une diversion du gouvernement sur cette question-là, parce qu'il est pris sur les aspects sociaux, sur les questions de retraite, sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions d'augmentation de salaire, sur les questions d'emploi. Ça, c'est des sujets qui ont à cœur les Français. Et puis quand on est en difficulté parce qu'on ne répond pas, on nous sort la ficelle de l'immigration. D'autres gouvernements l'ont fait. Mais je crois que c'est juste pour faire diversion, le débat. Non, je vous dis, il y a 2 choses. On peut le voir de cette façon. Je pense qu'en partie, c'est cela. Mais en partie, c'est un projet autoritaire du gouvernement parce que, on vient de le dire, il y a eu la loi Asile et Immigration il y a 1 an. Vous voyez ? Donc il y a une espèce de course derrière l'extrême droite sur son terrain en pensant que si nous répondons à cette question qui serait l'obsession des Français, alors nous répondons à l'ensemble de la population française. Il faut le dire, la question de l'immigration n'est pas un débat. Et il faut apaiser les choses. Il faut d'abord donner des chiffres. 97% des gens qui immigrent parce qu'ils fuient la guerre, la misère ou autre, le font d'abord dans des pays voisins. Seuls 3% des immigrés fuient de l'autre côté de la Méditerranée et arrivent en Europe. Et la France n'est pas le premier pays d'accueil, loin de là. Nous n'avons pas une question d'invasion migratoire comme on nous le rabâche à longueur de journée. Il n'y a pas de grand remplacement. Depuis 40 ans, écoutez bien, la part des étrangers dans la population française est stable. Vous entendez, elle est stable depuis 40 ans. Emmanuel Macron ne parle pas d'invasion migratoire ni de grand remplacement. Oui. En revanche, il dit qu'il faut accueillir moins pour accueillir mieux. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Non mais après, on a un débat et j'entends encore fleurir des choses. On fait venir des gens, on leur donne à manger, on leur donne un logement, on leur donne le RSA. Tout ceci est faux. Par exemple, si nous posons la question de l'AME, mais heureusement que nous soignons les gens. Oui, heureusement que nous soignons les gens. D'abord, parce que c'est une question d'humanité. Ce sont nos frères et sœurs d'humanité, d'où qu'ils viennent. Et moi, ça, je l'assume. Mais nous avons raison de les soigner parce que, Madame Mancini, les microbes, ils ne font pas la différence entre vous, moi et un étranger. Alors, et si nous laissons les étrangers... Il ne souhaite pas la supprimer, l'aide médicale d'État, il souhaite la réformer. Pour vous, il n'y a pas de réforme à faire ? Oui, continuons comme ça, ne soignons plus les étrangers. Qu'est-ce qui va arriver ? Des épidémies vont grossir en France. Par exemple, la grippe. Si nous ne soignons plus les étrangers qui ont la grippe, parce que nous considérons que ce n'est plus un cas d'urgence. Mais la grippe va proliférer. Et quand je vous dis que le microbe, il ne fera plus la différence entre un étranger, entre vous et moi, je ne suis pas sûr que vous ayez envie d'avoir la grippe tous les hivers. Pas de réforme de l'aide médicale d'État ? Non, bien sûr que c'est une question. Ça coûte 800 millions d'euros, évidemment, mais c'est une question de sécurité, de santé publique et d'humanité. Et moi, je fais ce choix-là et il faut l'assumer. Autre sujet, les quotas d'immigration, c'est une question qui se pose, qui va sûrement venir d'ailleurs dans le débat cette semaine au Parlement. Hier, Édouard Philippe dit dans le journal du dimanche, n'est pas un mot tabou. Est-ce que pour vous, c'est un mot tabou, ce mot de quota ? Non, mais il n'y a aucun mot tabou. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, par exemple, les sans-papiers, les étrangers, sont des gens qui travaillent. Et aujourd'hui, vous voyez, j'ai pris le RER B ce matin à 5h45. Eh bien, beaucoup de gens partaient de la Seine-Saint-Denis et allaient travailler dans les bureaux pour faire le nettoyage ou nettoyer les poubelles. Vous voyez ? Donc si aujourd'hui, les étrangers, beaucoup travaillent dans la restauration. Nous avons besoin d'une immigration, je dirais, économique. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et puis, une question,
je le dis les yeux dans les yeux, l'immigré n'est pas le problème. C'est l'absence de droit qui est un problème. Vous voyez, quand on oppose les travailleurs étrangers et le travailleur français, c'est un faux débat. C'est l'absence de droit. Il faut en passer par une question qui est aujourd'hui taboue, plutôt que les quotas d'immigrés, la question de la régularisation de tous les sans-papiers. Ce n'est pas aujourd'hui faire un appel d'air, c'est faire que l'ensemble des hommes et des femmes aient égalité de droits, et c'est comme ça que nous en sortirons. Et pour vous, la France a les moyens d'accueillir les immigrés qui le souhaitent, tous les immigrés qui le souhaitent? Non, mais la question, attendez, tous les immigrés qui le souhaitent. De suite, il faut régulariser tous les sans-papiers, il faut accueillir plus d'immigrés. De suite, non, mais attendez, je n'ai pas dit qu'il fallait accueillir plus de monde. Je dis que ceux qui sont là, qui vivent ici, qui payent leurs impôts, doivent être régularisés. C'est une question d'égalité. Et je le dis, à chaque fois que nous avons régularisé massivement, ça n'a pas créé un appel d'air. Ceci est faux. La question qui est posée, c'est l'absence de droit. Y compris des immigrés, puisque la question se pose, des immigrés qui viennent de pays sûrs, comme l'Albanie, comme la Géorgie. Oui, bien sûr. Là aussi, on les régularise? Mais oui, vous allez faire le tri entre qui et qui. Mais quelle est cette façon? Nous parlons d'êtres humains. Nous parlons, d'où que nous soyons nés, nous sommes frères et sœurs d'humanité. La question n'est pas là. La question, c'est qu'aujourd'hui, on joue sur cela pour faire des peurs, pour diviser entre nous. Et la question d'absence de droit tire les choses vers le bas. Il faut que nous ayons toutes et tous les mêmes droits. Quand nous travaillons ici, quand nous vivons ici depuis des dizaines d'années, que des hommes et des femmes n'ont pas encore le droit de vote, c'est une question d'égalité. On va passer à la revue de presse, autre sujet, la revue de presse de votre département de Seine-Saint-Denis, Fabien Gay. On va voir ce qu'il y a, c'est avec vous, Alexandre Poussard. Et Alex, on commence avec actu.fr. Et oui, à la une de l'actu.fr, on revient sur ce suicide d'une directrice d'école à Pantin il y a 2 semaines. Et après ce drame, la communauté enseignante a lancé une pétition pour rétablir de meilleures conditions de travail dans l'éducation nationale. Et pour l'instant, en 1 semaine, cette pétition a déjà récolté 119 000 signatures. Alors, il y a 2 semaines, juste avant de passer à l'acte, cette directrice d'école avait écrit une lettre terrifiante sur ses conditions de travail. On va en lire un extrait. Samedi, je me suis réveillé épouvantablement fatigué, épuisé après seulement 3 semaines de rentrée. C'est une honte qu'il y ait des directeurs non déchargés. Alors, enseignants et directeurs d'école avaient donc décidé, après ce drame, de se mobiliser. Ils sont descendus dans la rue jeudi dernier. Ils ont fait cette pétition qui réclame, regardez, une toute autre qualité de vie au travail, refuse que le travail engendre des situations de souffrance au quotidien, notamment par des demandes, des prescriptions et autres injonctions, le plus souvent dans l'urgence, des injonctions qui font perdre le sens de ces métiers de l'enseignement. Un tel drame ne doit plus se reproduire. Oui, Alex, il est aussi question d'école dans le Parisien de Seine-Saint-Denis, des habitants qui manifestent contre le trafic de drogue à l'école. Et oui, des habitants qui demandent de l'égalité territoriale pour notamment lutter contre le trafic de drogue à l'école. Alors il faut le savoir, chaque matin dans un quartier de Saint-Denis, les parents d'élèves forment une chaîne humaine pour protéger les enfants du trafic de drogue. Voilà, on voit cette chaîne humaine et ils ont signé une pétition hier dans le Parisien aujourd'hui en France, une pétition où ils estiment que les intrusions répétées d'individus liées au trafic de drogue au sein de l'enceinte scolaire symbolise la faillite de l'État sur notre territoire. Notez que ces habitants sont également très sceptiques concernant le plan antidrogue qui avait été présenté par Christophe Castaner il y a quelques semaines, car ce plan antidrogue ne prévoit pas une action conjointe avec l'éducation nationale. Merci beaucoup Alex. Tout à l'heure, Fabien Gay a une réaction à cette image que nous montre Alex, cette chaîne pour protéger les élèves du trafic de drogue. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, il faut saluer ces mamans courage. Parce que dans les quartiers, je crois que c'était à Saint-Denis, il y a aussi Astin, que je connais bien. Ce sont des mamans qui décident de prendre les choses en main. Et elles réclament une chose, vous avez entendu, l'égalité territoriale. Oui, en Seine-Saint-Denis, il n'y a plus d'égalité républicaine parce que les services publics ont déserté. Je rappelle le rapport parlementaire de l'Assemblée nationale, pas fait par des communistes, ni par des parlementaires de Seine-Saint-Denis, par un député d'En Marche et un député LR, qui disent quoi? Qu'il y a une faillite de l'État dans au moins 3 domaines, l'éducation, la police et la justice. Vous voyez, on a moins de policiers, moins de juges et moins d'instituteurs en Seine-Saint-Denis
qu'à Paris, par exemple. Et donc, il y a un déficit de services publics et ça cause une rupture d'égalité républicaine. Donc, nous ne demandons pas plus. Parce que quand on est en Seine-Saint-Denis, il faut toujours se mettre en colère pour faire respecter les choses. Nous ne demandons pas plus. Nous demandons autant que les autres. Et vous verrez, la Seine-Saint-Denis, elle recèle de talents. Et si nous avons la même chose que les autres, vous verrez, elle a beaucoup de choses pour éclore et pour être, je dirais, dans le positif. On va revenir sur l'autre information dont parlait Alex, oui. Ce suicide d'une directrice d'école à Pantin, dû à ses conditions de travail, suicide qui a beaucoup marqué le corps enseignant et au-delà, bien sûr. Est-ce que vous vous êtes rendu dans cette école depuis le drame? Non, je ne me suis pas rendu à cette école précisément. J'ai participé, par contre, à des moments de recueillement. Il y a eu des marches, il y a eu des rassemblements à Bobigny. Là aussi, permettez-moi d'adresser mes condoléances à sa famille, ses proches et à ses collègues de Pantin, à l'ensemble du corps enseignant, partout en France. Il y a... la lettre est terrifiante qu'a évoquée M. Poussard. Je l'ai lue, elle m'a remué le ventre. Elle remue le ventre, je dirais, à chacune et chacun, parce qu'elle me pose des mots. C'est le mal-être au travail. Elle a un sentiment d'abandon. Et quand on écoute un certain nombre d'enseignants, mais aussi de fonctionnaires, ils disent qu'ils ont une perte de sens de leur travail. Lorsqu'on devient institutrice, instituteur, c'est parce qu'on veut s'engager. On veut s'engager pour l'éducation de nos enfants. Et quand des instituteurs vous disent on ne parle plus humain, on ne parle plus bien-être, on ne parle plus enfant, on parle rentabilité, comme dans des entreprises privées, ça vous dit qu'il y a un malaise grandissant dans nos services publics, mais on pourrait prendre l'ensemble des services publics. Cette perte de sens du travail. Et donc, ils sont pressurisés. C'est ce qu'elle décrit. Elle dit qu'elle se sent pressurisée, que les tâches quotidiennes sont de plus en plus lourdes, les tâches administratives, qu'on pressurise les gens. Qu'est-ce que vous demandez à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation? Qu'est-ce qu'il doit faire selon vous? Déjà, il aurait pu avoir un mot de compassion. Et puis, deuxièmement, il faut résoudre cette question. Vous voyez, quand on est au Parlement, moi je suis parlementaire depuis 2 ans, des fois on a des débats un peu stratosphériques, notamment au moment des budgets. On parle de chiffres. Et il faut réduire le train de vie de l'État. Mais qu'est-ce que ça veut dire réduire le train de vie de l'État? Ça veut dire moins de fonctionnaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire moins de fonctionnaires? C'est moins d'instituteurs et d'institutrices. Alors l'État a renoncé à son objectif initial de baisse des fonctionnaires. Hein. Non, ne dites pas ça, ce n'est pas vrai. Dans le prochain budget, on nous dit qu'il faut continuer à réduire le train de vie de l'État. Il faut enlever 800 millions. Mais dans le prochain budget, il y a 47 postes de fonctionnaires qui sont supprimés au lieu des 50 000. Oh là là là. Oui, mais quand vous allez comprimer, vous allez continuer à avoir des budgets d'austérité qui tirent, je dirais, les moyens financiers par le bas, ça veut dire quoi? C'est moins de policiers dans nos commissariats, c'est moins d'urgentistes dans nos urgences, moins d'infirmiers et d'infirmières. Vous voyez, il faut traduire ça. Parce que dire il faut réduire le train de vie de l'État, il faut moins de fonctionnaires, après c'est réel. C'est que vous avez des hommes et des femmes qui subissent cela. Et quand vous avez des classes, quand vous en aviez un instituteur pour 20 personnes, quand aujourd'hui c'est 32, ça a des conséquences d'abord sur les personnes, mais aussi sur nos enfants et sur l'éducation. Il faut miser et il faut des moyens humains et financiers dans l'éducation nationale pour résorber cette crise. Mais je le dis aussi, le malaise au travail, ce n'est pas que dans la fonction publique, c'est aussi dans les entreprises privées. Et ce gouvernement, il n'est pas responsable de tout, puisqu'il est arrivé il y a 2 ans. Par contre, il est responsable d'une chose. Il a fermé les CHSCT. Et là, c'était un lieu d'instance où on parlait de ces questions de bien-être au travail. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Merci beaucoup, Fabien Gay. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Dans moins de 3 minutes, c'est l'heure de l'invité politique. Et ce matin, c'est Yannick Jadot, député européen, membre d'Europe Écologie Les Verts. Nous parlerons entre autres avec lui de la Convention citoyenne pour le climat qui avait lieu ce week-end. Mais nous reviendrons aussi, bien sûr, sur les suites de l'incendie de Rouen et les suites de l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. Mais d'abord, on va regarder un extrait du magazine Hashtag qui était diffusé ce week-end sur Public Sénat consacré à la question des pesticides. Ça tombe bien puisque Yannick Jadot est avec nous. Ils sont depuis plusieurs semaines au cœur du débat politique, notamment avec la multiplication des arrêtés anti-pesticides pris par de nombreux maires. Le gouvernement dénonce une manœuvre politique. On regarde les arguments des pour et des contre, c'était dans Hashtag. Alors, argument scientifique versus argument militant, hein. La question est là, on y reviendra. Mais sur la question rhétorique aussi, ils sont quand même dans un drôle d'exercice. Parce qu'on a un projet de décret très précis, hein, avec un cadre scientifique soumis à consultation.
Ce qui oblige finalement, on voit bien, le ministre de l'Agriculture à de drôles de contorsions, non? Ce qu'Emmanuel Macron a présenté comme simple semble finalement un petit peu plus compliqué dans la réalité. Et effectivement, là, on a un service après-vente du gouvernement, des membres du gouvernement, qui se réfugient derrière deux choses. Un, la science, en disant, si la science le dit, nous on le fait. Alors que l'enjeu, il n'est pas que scientifique. C'est une décision politique que l'on attend. Une décision politique éclairée par l'avis scientifique. Oui. Et deuxième point, c'est les bénéfices collectifs qu'il évoque. Il parle du risque d'artificialisation des terres. L'argument est juste, mais il est juste inaudible pour des riverains dont le risque potentiel, il est direct. Alors que l'artificialisation de la terre, c'est quelque chose de très collectif. Ah d'accord, oui, là pour le coup il y a une peur concrète et on oppose un argument... Non, il y a aussi un intérêt collectif versus un intérêt presque individuel. C'est vrai qu'il y a un intérêt individuel de celui qui habite à côté du champ versus l'intérêt collectif de tout le monde, oui. Oui, parce que nous sommes tous d'accord qu'il faut lutter contre l'artificialisation des terres. Chaque fois qu'on voit un ancien champ bétonné... C'est sûr que c'est l'argument ou un jardin bétonné. J'allais dire béton, non, mais justement... Oui, mais exactement, c'est énorme comme question. Donc, sur le plan de l'intérêt collectif, on voit bien que le danger est réel, et même pour les écologistes. Alors qu'en réalité, là, ce dont parle le maire, c'est l'intérêt de ses subordonnés, de ceux qui sont autour de lui. Donc, il est difficile de faire un choix, et c'est d'autant plus difficile que, franchement, concrètement, ça veut dire quoi, 30 mètres, 150 mètres? Oser. Et ça, c'est le problème du référendum. En appeler à l'opinion publique pour prendre des décisions sur des choses aussi compliquées, là, on voit bien que c'est... Quid de la méthode? Parce que la méthode, elle est surprenante. Comment vous la qualifiez, cette méthode? Voilà. Alors, c'est pas un référendum, hein, c'est une consultation en ligne. En fait, il y a le projet de décret qui est mis en ligne et puis on peut cliquer pour donner son avis. Alors là, pour le coup, on pense aux gens qui ont critiqué le fameux débat ou les débats d'une manière générale. Donc, on voit bien le vrai risque, c'est d'engluer ou de faire disparaître les questions techniques, politiques, scientifiques derrière les mais est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est un risque? Est-ce que c'est pas juste finalement pour gagner du temps, puisqu'on voit bien alors c'est de la stratégie. Et notre invité politique ce matin, c'est Yannick Jadot, député européen, membre d'Europe Écologie Les Verts. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avec nous pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale, représentée ce matin par Pascal Jalabert. Bonjour Pascal, rédacteur en chef de la rédaction nationale des quotidiens du groupe EBRA. Ce sont les quotidiens régionaux de l'Est de la France. Avant de parler de l'actualité chargée, avec vous Yannick Jadot, vous avez vu beaucoup réagir sur cet extrait qu'on vient de passer sur la question des pesticides. Ah ouais, je crois qu'il y a quand même un gros travail de pédagogie à faire. Nous expliquer que rendre des terres agricoles en bio, c'est les artificialiser. Vous vous rendez compte? On dit à peu près exactement l'inverse de la réalité. Qu'est-ce que disent ces maires? Ils disent, y compris au ministère de l'Agriculture, il faut au moins 50 mètres sur les cultures hautes de protection. Les épidémiologistes aujourd'hui disent beaucoup plus. Et vous avez des experts en communication, prétendument experts en communication, qui disent passer en bio, c'est artificialiser. C'est comme bétonner ou bitumer des terres. Au moment où tous les maires recherchent de l'alimentation bio pour les cantines scolaires, voire pour les EHPAD et pour tout ça, ce serait une formidable opportunité. Protection de la santé, passage en bio, c'est tout ce que demande la société. Il n'y a plus qu'à accompagner les agriculteurs et vous avez des experts en communication qui nous expliquent que passer en bio, c'est comme bitumer. Vraiment, il faut qu'ils sortent des quartiers chics métropolitains. Voilà, ça c'était pour votre réaction, parce que ça vous a fait beaucoup réagir. On va revenir bien sûr sur ces questions d'écologie dans cette interview, mais d'abord l'actualité, c'est les suites de cette attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. Hier, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a reconnu des failles. Est-ce que vous faites partie de ceux qui demandent sa démission ? C'est pas pour moi un parti politique de demander la démission d'un ministre, c'est la responsabilité du président de la République. On ne peut pas considérer que ces attentats sont de la responsabilité directe. Cet attentat absolument dramatique, puisque on peut aujourd'hui le considérer comme un attentat, et de la responsabilité du ministre. Que ce ministre, depuis qu'il est en fonction, ait du mal à communiquer, ait du mal à rassurer, fasse des erreurs permanentes de communication, c'est une évidence. Moi-même, depuis qu'il est en fonction, notamment autour du mouvement des Gilets jaunes, mais pas seulement, j'ai demandé une commission d'enquête sur la stratégie de maintien de l'ordre, parce qu'on a vu des dérapages quand même extrêmement durs pour des manifestants. On voit aujourd'hui l'ensemble des forces de l'ordre insécurisées à tout point de vue. Ils sont attaqués dans la rue
par des terroristes. Vous vous souvenez de l'attentat de Magnanville? Ils étaient attaqués chez eux, ce couple de fonctionnaires de police qui a été assassiné dans une violence absolue chez eux. Maintenant, ils sont insécurisés sur leur lieu de travail. Ils ont manifesté pour dire à quel point le mal-être de la police est fort. Donc il va falloir que sur nos services publics, et notamment sur ce service public-là, qui est notre sécurité, remettre pas mal de choses à plat. Parce que... Excusez-moi, sur le cas précis, donc on a une personne qui est habilitée secret défense, qui présente des signes de radicalisation, et il n'y a rien dans le dossier. Il y a quand même un problème de fond. Là, vous avez raison. Qu'il y ait des failles autour de cette personne, et j'espère que ce n'est pas autour de beaucoup plus que cette personne, c'est une évidence absolue. Vous espérez, mais vous en doutez? Vous pensez qu'il y a d'autres radicalisés à l'intérieur du service de l'État? Il y a le rapport Diard, entre autres, qui dit qu'il y aurait une quinzaine, une vingtaine de personnes dans la police qui seraient suivies pour radicalisation. Mais je trouve que quelqu'un qui rentre à la préfecture de police et qui arrive à dire que finalement les victimes de l'attentat de Charlie Hebdo, dont il y avait aussi des victimes de la police, finalement l'ont mérité, l'avaient mérité, qui commence à dire qu'il ne veut plus serrer la main des femmes si ces témoignages sont avérés, là il y a une faille qui est énorme. On est trop laxiste globalement, on laisse trop passer ces choses-là? Je ne sais pas, enfin, si vous voulez, il y a le service national des enquêtes administratives de sécurité qui aujourd'hui, d'après ce que je comprends, a renforcé ses moyens sur ceux qui rentrent notamment dans la police, qu'il y ait eu là un manquement majeur sur le fait qu'il n'y ait pas eu signalement alors qu'il y avait détection. Tout le sujet, c'est comment on arrive à détecter des dérives à un moment donné de personnes. C'est plus que... on parle souvent, et j'écoute beaucoup les responsables des syndicats de police. Vous savez, ils parlent des signaux bas. Mais là, quelqu'un qui dit Charlie Hebdo, il l'avait mérité, y compris quand il y a encore une fois, des représentants de la police qui ont été tués, que ça a été un massacre, qu'il commence à parler de plus serrer la main des femmes et tout ça, là, il y a une faille qui est absolument majeure, qu'il faut corriger. Il faut qu'on soit sans trembler. Sur la question du terrorisme. On a un enjeu essentiel, on marche sur des œufs, vous voyez bien dans cette société en termes de fracturation, eh ben, il va falloir être sans trembler sur la question du terrorisme. Comment on peut faire? Christophe Castaner sera auditionné demain au Parlement. Très bien, oui. Qu'est-ce que vous attendez de cette audition? Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Il faut que les parties prenantes des forces de sécurité se mettent autour de la table. Moi, j'ai toujours aussi considéré qu'il devait y avoir un conseil de sécurité sur le terrorisme autour du président de la République, qui implique y compris les représentants des forces politiques, ceux qui sont au Parlement, que ce soit au Sénat, à l'Assemblée, parce qu'il faut absolument éviter que ça devienne un sujet de polémique politicienne. Une union nationale. Il faut que... On peut avoir des avis divergents, mais il est normal que cette question-là soit traitée de manière confidentielle, évidemment très confidentielle, mais en associant les forces vives du pays qui sont concernées au premier chef par ces enjeux de sécurité, justement pour qu'on sorte des polémiques vaines et qu'on soit le plus efficace possible pour lutter contre le terrorisme quand il vient de l'extérieur, pour lutter contre le terrorisme quand il est à l'intérieur de notre pays, et puis surtout, quand la radicalisation semble se développer dans certains services publics, là aussi, le service public, c'est la République. Si des agents des services publics contestent la République et construisent des discours, voire des actions anti-républicaines, là aussi, il faut être sans trembler. Donc ce matin, vous lancez en quelque sorte un appel à la consultation. Vous dites au gouvernement, écoutez les forces politiques, réunissez-nous. Réunissez les forces politiques autour du président de la République, que tout le monde ait l'impératif de responsabilité pour que, et on sait que c'est pas évident, franchement, j'ai vu personne depuis cet attentat comme dans les précédents dire c'est simple, il suffit de faire ça. Donc on sait que c'est extrêmement compliqué. Et donc un des gages d'efficacité de toutes les mesures qui soient prises, c'est qu'elles soient parfaitement comprises par l'ensemble des acteurs politiques, au-delà évidemment des premières concernées, les forces de l'ordre. Autre sujet, Rouen.
Édouard Philippe, les suites de l'incendie, bien sûr, de l'usine Lubrizol de Rouen qui a eu lieu il y a 10 jours maintenant. Édouard Philippe, hier, dans le JDD, a redit que toute la transparence sera faite. Il a annoncé la création d'un comité de la transparence. Est-ce que vous y croyez ? Enfin, vous dites ? Enfin, vous voyez que là, on est dans une situation où il y a un accident industriel majeur. On ne sait pas quoi faire, en fait, la réalité. Ça a été quand même l'improvisation très vite. On a attendu des heures pour avoir l'alarme. Les élus ont été informés très tardivement. Finalement, personne ne s'est à un moment posé la question de savoir si la vie pouvait continuer normalement. Elle a continué normalement quelques heures et puis on a commencé à arrêter les transports publics. Donc les gens sont rentrés sous les émanations de la fumée. On ne savait pas s'il fallait confiner ou pas, s'il fallait potentiellement évacuer. Mais pourquoi on ne savait pas ? Parce qu'on n'est pas prêt. Parce qu'on ne savait pas quels étaient les produits ou quels sont les produits qui ont brûlé. Vous vous rendez compte qu'il faut attendre une semaine pour s'apercevoir qu'en fait, ce n'est pas plus de 5000 tonnes de produits dangereux qui ont brûlé, mais potentiellement le double, stockés dans des lieux qui ne sont pas sous Seveso. Enfin, on a quand même une sorte d'improvisation majeure. Et là encore, tant mieux s'il y a des commissions d'enquête au Sénat ou des enquêtes ou des missions d'information à l'Assemblée. Il va falloir revoir l'encadrement de tous les sites Seveso, notamment les plus dangereux. Il y en a 700 en France. Et quand les pompiers interviennent, avec courage, toujours avec un engagement incroyable, ils ne savent même pas quel type de protection prendre pour un site qui est censé être totalement connu du point de vue de ses risques. Cette improvisation-là, elle est insupportable. Donc il va falloir que et le gouvernement et les entreprises, maintenant qu'on soit sur un régime extrêmement dur et de connaissance absolue permanente des matières, des risques, qu'on associe les populations et puis qu'on arrête de détricoter le droit environnemental. Parce que là, ce qui s'est passé, c'est quand même que le préfet a donné des autorisations suivant la loi de 2018 qui fait en sorte qu'on peut accroître, par exemple, les matières stockées sur un site extrêmement dangereux sans qu'il y ait d'évaluation environnementale. Ce gouvernement détricote en permanence les exigences en matière de risques environnementaux, qui sont aussi évidemment des risques sanitaires. Il faut revenir sur ces lois qui sont des lois irresponsables. Oui, alors on a dit que cette usine est trop proche de la ville. Au fond, c'est un peu aussi la ville qui est allée vers l'usine. Faut-il revoir globalement tous les plans d'implantation de ces usines un peu dangereuses dans la vallée du Rhône? Il y en a beaucoup, notamment. Que faut-il faire? C'est intéressant parce que dans l'industrialisation de notre pays, effectivement, ces sites, le plus souvent, étaient à proximité des villes, mais n'étaient pas dans la ville. Et puis, l'urbanisation a fait que... Alors, il peut y avoir des décisions parfois irresponsables de construire juste à proximité des sites, mais dans la logique française, dans la jurisprudence française, au fond, les responsables, c'est toujours les habitants et pas l'entreprise. Il y a toujours cette idée qu'à un moment donné, c'est l'habitant qui est illégitime, alors qu'il est potentiellement la victime, et l'entreprise qui est l'intérêt général de rester là. Je crois que sur certains sites, notamment quand on voit à quel point certaines infrastructures sont vieillissantes, enfin là, la question de l'amiante, c'est notamment lié à un toit. C'est une usine de 54, on se demande comment ce toit est encore là. Pourquoi ça n'a jamais été dépollué sur un site aussi dangereux? Eh bien, peut-être qu'il y a certains sites qu'il va falloir déplacer en dehors des habitations, et puis parfois s'interroger sur ce qu'on produit. AZF, c'était des pesticides, vous vous souvenez? Nous, on se bat pour sortir des pesticides. La société demande à ce qu'on sorte des pesticides. On a les moyens d'accompagner les agriculteurs pour sortir des pesticides. On sait faire sans pesticides. Est-ce qu'il faut vraiment des usines pour continuer à produire des pesticides? Vous vous souvenez d'ailleurs, il faut fermer ces usines. Vous vous souvenez qu'on a dans ce pays, suite à une décision du gouvernement, on produit des pesticides qu'on exporte parce qu'ils sont interdits sur le territoire. Autant dire des pesticides très dangereux. Vous appelez à fermer les usines qui produisent des pesticides? Non, ce que je dis, c'est qu'il faut se poser la question sur les sites les plus dangereux, sur parfois des entreprises qui sont vétustes.
et il va falloir potentiellement les déplacer. Et puis, il y a peut-être quelques entreprises, quand on voit toutes les études sur la contamination de nos organismes, la contamination de l'environnement avec des molécules, avec des substances chimiques de synthèse, s'interroger sur est-ce que ça a du sens de garder ces usines pour notre santé, pour l'environnement, en accompagnant évidemment toujours les salariés. Puisqu'on parle d'écologie, Extinction Rebellion, c'est un jeune mouvement écologiste qui a bloqué ce week-end un centre commercial à Paris. À partir d'aujourd'hui, il prévoit des blocages d'ampleur dans la capitale pendant plusieurs jours. Est-ce que vous soutenez leurs actions ? C'est bien. Moi j'aime bien quand la jeunesse s'empare de la société, s'empare de son destin de manière extrêmement pacifique. Toujours non violente. Violente, mais c'est de la désobéissance civile quand même. Oui, tout à fait. Vous savez, j'ai dirigé Greenpeace pendant 7 ans, donc je sais ce qu'est la désobéissance civile. On a essayé de bloquer des centrales nucléaires, on a arraché des OGM, et je pense que tout le monde est content aujourd'hui qu'il n'y ait pas d'OGM dans nos champs. On s'est battu contre le gaz de schiste ou contre l'exportation du clémenceau en Inde. Enfin, vous savez, tous les combats qui sont menés. Je trouve que c'est bien que des citoyens s'emparent des débats publics, et puis mettre le doigt sur là où on doit réfléchir. Là, c'était un centre commercial énorme. Je pense qu'on est tous aujourd'hui extrêmement sensibles au fait qu'il faut maintenir les commerces de centre-ville, et qu'il n'y ait pas simplement des grands centres commerciaux, mais il faut des commerces de centre-ville. On s'est battu et on se bat, on s'est mobilisé ce week-end contre le projet Europa City, vous savez, dans le triangle de Gonesse, qui est une sorte de méga centre commercial, dans une logique toujours cannibale, c'est-à-dire qu'on vous installe un nouveau centre commercial qui va bouffer tous les autres autour. Donc il faut qu'à un moment donné, on réfléchisse à la société dans laquelle on vit. On est matraqué de publicité et on veut défendre les centres-villes, on veut défendre le vivre ensemble, on veut défendre nos terres agricoles. Donc il faut s'interroger sur les méga centres commerciaux. Oui, alors ce week-end, c'était aussi celui de la Convention pour l'environnement, ou écologique, ou pour le climat, appelons-la comme on veut. Est-ce que c'est la bonne méthode, alors qu'il y a quand même des partis politiques, des ONG qui travaillent là-dessus ? Associer les citoyens et les citoyennes, c'est toujours une bonne idée. Faire confiance à l'intelligence collective, c'est toujours une excellente idée. Être dans l'écoute, trouver peut-être parfois d'autres approches que les approches existantes, ça va dans le bon sens. Moi, la difficulté que j'ai, c'est que ce gouvernement est en place maintenant depuis 2 ans et demi, et qu'il recule systématiquement toutes les décisions à prendre sur l'environnement. Cette convention citoyenne va s'arrêter après l'adoption du budget. Dans le budget, on réduit le budget sur l'isolation des logements, qui devrait être le chantier majeur de la transition énergétique. Isoler les logements, on le voit dans la mise en œuvre de tous les programmes en rue de réhabilitation des logements. Les ménages commencent à percevoir les bénéfices. Quand c'est moins de 200, 300 euros par mois parfois de dépenses énergétiques, c'est essentiel. La France aujourd'hui, à 30 ans, emprunte à des taux zéro ou à des taux négatifs. Donc emprunter pour investir sur le logement, c'est extrêmement rentable pour l'État, au-delà d'économiser l'énergie, d'améliorer le pouvoir d'achat de toutes les familles, de créer des dizaines, voire des centaines de milliers d'emplois d'artisans sur tous nos territoires, dans les quartiers, dans les zones rurales, là où on a tellement besoin d'emplois. Vous voyez, donc en fait, souvent quand on est dans l'écologie, et c'est ce que disent souvent les associations, en fait, il faudrait juste que l'État applique la loi. Qu'il applique la loi sur la pollution de l'air, l'État français ne serait pas devant la Cour européenne de justice. Qu'il applique la loi sur les normes de CO2 des voitures. Vous vous rendez compte que des constructeurs automobiles aujourd'hui, y compris les 2 grands constructeurs français, vendent en concession des voitures qui polluent 5-6 fois la norme autorisée en matière d'azote ou de carbone, qui sont les pollutions urbaines ou les pollutions climatiques. Faut-il augmenter la taxe carbone, Yannick Jadot ? Nous, on a toujours défendu la taxe carbone. Mais depuis le début qu'on a ce débat, il y a plus de 10 ans, on a commencé notamment au Grenelle de l'environnement, le débat existe auparavant, mais en France. Et qu'est-ce qu'avait fait le président Sarkozy ? Il avait demandé à Michel Rocard d'organiser un rapport, d'écrire un rapport sur la taxe carbone. Qu'est-ce que disait ce rapport ? Il faut compenser socialement la mise en place d'une taxe carbone. C'est ce qu'a fait la Suède. C'est encore ce qu'a dit
le CPO, donc sur le comité sur les prélèvements obligatoires, qui fait, c'est incroyable parce qu'ils disent, toujours ce qu'on a dit, c'est une fiscalité à part. Chaque euro collecté doit être rendu aux Français. C'est un budget à part. Ça ne va pas dans le budget commun, ce qu'a fait le gouvernement et ce qui a créé l'étincelle du mouvement des Gilets jaunes. Et donc si on compense socialement pour les plus vulnérables d'entre nous le coût, et qu'au contraire, ça permet des investissements dans les transports publics, dans l'isolation des logements, c'est un bénéfice pour l'ensemble de la société. Vous savez, on prend souvent l'exemple à Dunkerque. Damien Carême a mené le chantier des transports publics gratuits. Vous avez plus de 60% de fréquentation dans la semaine. Près de 150% de plus de fréquentation des transports dans le week-end. Et beaucoup de familles, au-delà de réduire leurs frais de transport collectif, ont pu se séparer d'une voiture. C'est 200 à 300 euros parfois par mois. Donc c'est considérable l'investissement dans les transports publics et le bénéfice social. Autre sujet, le temps file, les sujets sont nombreux. Aujourd'hui, débat au Parlement sur la politique migratoire. C'est à la demande d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous dites c'est bien qu'un tel débat ait lieu sur ce sujet? Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'on ait un débat sur l'immigration. À partir du moment où on reconnaît collectivement que ça n'est pas la priorité des Français. Dans toutes les enquêtes d'opinion, ce n'est pas le sujet prioritaire. Ce n'est pas ce qui est sorti du mouvement des Gilets jaunes ou du grand débat à l'issue du mouvement des Gilets jaunes. Mais parler de l'immigration, je n'ai pas de souci. Mais pour en parler, attendez. Pour les Français, allez-y. Non, c'est pas prioritaire pour les Français. Mais est-ce que ça doit être prioritaire pour l'Union européenne? Oui, voilà, vous êtes député européen. Il y a plusieurs choses. Alors donc, c'est comment on accueille en dignité les migrants. Ce qui se passe aujourd'hui avec des migrants qui dorment dans la rue est profondément scandaleux. Et cette situation est organisée par ce gouvernement comme par les précédents. C'est cette idée que vous maltraitez les migrants, il en viendra moins. C'est une aberration, ça n'a jamais été... Vous ne trouvez pas une étude qui dise que c'est efficace au-delà d'être inhumain. Vous traitez mal les migrants, ça n'empêche pas les autres de venir. Donc pour vous, le gouvernement traite mal volontairement les migrants qui arrivent en France? Il y a une logique qui est de dire on les traite mal, ça évite ce que dit en permanence l'extrême droite. C'est reprendre un argument de l'extrême droite, c'est de dire en fait ils viendraient pour le confort et ça fait aspirateur si vous les accueillez en dignité. Donc les accueillir en dignité. Deuxièmement, il faut une politique migratoire européenne. C'est une évidence. Aujourd'hui, s'il y a un problème et parfois un contournement de l'asile, c'est parce que c'est la seule politique européenne, c'est l'asile. Ça n'est pas la migration, c'est l'asile. Donc il faut une politique européenne. Mais je dois dire que la façon dont Emmanuel Macron ou les membres du gouvernement ont lancé ce débat avec la porte-parole du gouvernement qui dit « nous devons réarmer ». Vous vous rendez compte? Le terme « guerrier » face aux migrations qui vont organiser le grand remplacement. Tout ça est un mensonge. Il n'y a pas de grand remplacement. Si le débat sur l'immigration peut avoir une utilité, c'est de remettre la réalité, la vérité au cœur du débat. Et puis, un Emmanuel Macron qui dit les bourgeois inconséquents, complaisants, naïfs et les classes populaires forcément xénophobes confrontés à l'immigration. Mais quand vous lisez, y compris le bouquin de Cohen sur la montée des populismes, c'est d'abord l'insécurité économique qui crée le populisme. Et donc, c'est quand même ce gouvernement qui a rejeté le plan Borloo sur les banlieues, qui était une stratégie d'investissement pour sortir des ghettos où les gens qui ont des difficultés se retrouvent concentrés. C'est ce gouvernement qui n'a cessé d'envoyer des signaux qui, malheureusement, ne permettent pas aujourd'hui à ces quartiers en difficulté de s'en sortir plus dignement. Oui, un mot des élections municipales. Donc, vous avez une stratégie de conquête des villes. Après les européennes, vous avez fait des bons scores dans les grandes villes. À Marseille, vous y allez en autonome. Ça va être la stratégie globale? Oui. D'accord. Avec quelle ambition? Avec l'ambition de se donner les moyens de gagner le maximum de villes. Vous savez... Même quand le Rassemblement national sera en position 2, on pense à Béziers, à Marseille. Attendez, il y a un premier tour, il y a un deuxième tour. Attendez, qu'on fasse les élections. Vous savez, ça c'est, si d'ailleurs Emmanuel Macron a fait ce débat sur l'immigration, c'est d'ailleurs ce que disent ses proches. C'est au fond de dire,
je reprends les thèmes posés par le Front National pour organiser l'élection de 2022, Macron contre Le Pen. Donc en fait, que les électeurs acceptent un vote de résignation Macron contre le vote de peur du Front National. Eh bien nous, on veut proposer à l'échelle locale, comme on l'a proposé à l'échelle européenne, comme on le proposera dans les prochaines élections, un vote d'adhésion. Aujourd'hui, l'écologie, à l'échelle locale, c'est retrouver la maîtrise de sa vie, l'agriculture, l'alimentation, les déplacements, le logement, les services publics. C'est au fond retrouver l'appartenance à une communauté. C'est retrouver le vivre ensemble, c'est retrouver la cohésion. Et en faisant ça, on redonne du pouvoir à nos citoyens, on leur redonne l'envie de démocratie et on améliore leur vie quotidienne à l'échelle locale. C'est ça l'enjeu des municipales. Vous avez dit, et donc l'écologie. Il y a 2 tours, ça veut dire qu'entre les 2 tours, vous parlerez avec qui? Avec tout le monde? Mais entre les 2 tours, on parlera autour du projet écolo, j'espère, qui arrivera en tête d'un camp ou de l'ensemble de la municipalité. Vous savez, il y a un peu moins de 36 000 communes dans notre pays. C'est autant de cas particuliers. Oui. Mais l'objectif... On va parler des 100 plus grandes. L'objectif... Oui, non. Moi, je ne veux pas que l'écologie gagne simplement dans les métropoles et gagne simplement dans les centres-villes où, socialement, ça va plutôt bien. Moi, je veux que l'écologie gagne à Besançon, je veux que l'écologie gagne à Nancy, qu'elle gagne à Villeurbanne, qu'elle gagne à Montreuil et qu'elle gagne dans plein de villes. Parce que l'écologie aujourd'hui a une réponse globale, y compris dans des villes où les problèmes sociaux sont très lourds. Justement, l'écologie aujourd'hui, cette capacité de porter des solutions avec les citoyens qui nous permettent à la fois de mettre de la justice sociale et de mettre du bien vivre et de protéger l'environnement. Allez, très rapidement pour finir, vendredi, désignation du prix Nobel de la paix. Pour vous, Greta Thunberg, écologiste, ce serait un beau signal? Ce serait un beau signal parce que c'est des millions de jeunes qui se sont mobilisés et puis qu'on arrête ce débat sur Greta Thunberg. Vous y croyez? Il y a cette fameuse citation, vous savez, quand le singe montre la lune, les anti-écolos regardent le doigt. Voilà, donc, vous refaites la citation. Donc qu'on arrête de parler de Greta Thunberg et qu'on écoute son message. Elle dit « écoutez les scientifiques, agissez ». Et bien nous, les écologistes, nous agissons et nous voulons d'autant plus agir qu'il y a urgence. On verra vendredi si elle obtient le prix Nobel de la paix. Merci Yannick Jadot, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Pascal Jalabert. C'est maintenant l'heure du Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux et en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, vous présente le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés radios. Aujourd'hui avec la bande, nous parlerons de la manif des opposants à la PMA pour toutes qui avait lieu hier. Nous parlerons également immigration puisque le débat sur ce sujet a lieu au Parlement cette semaine. Et puis nous parlerons bien sûr des suites de l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris. Le Parlement demande des explications à Christophe Castaner. Il sera auditionné demain. Mais d'abord, c'est l'heure de notre reportage en région. Allez à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Cette semaine, nous serons à Rennes pour parler de la rentrée étudiante, notamment de la question du logement. Regardez le programme de ce qui vous attend avec Béatrice Finzan. Cette semaine, Oriane, on vous emmène à Rennes, en Ille-et-Vilaine, pour la rentrée universitaire qui a lieu en ce moment. Alors, pourquoi ce territoire? Eh bien, à Rennes, 1 habitant sur 5 est un étudiant et cette année encore, ils sont confrontés à la vie chère. Logement, transport, nourriture, tout augmente. Alors, sur le campus de Rennes 2, des étudiants ont ouvert une épicerie solidaire pour permettre à ceux qui ont des fins de mois difficiles de faire des économies. Manger, mais aussi bouger. Depuis septembre, les étudiants boursiers ont accès à une carte mobilité mise en place par la métropole. En quoi ça va les aider dans leur quotidien? Ce sera l'objet d'un second reportage. Enfin, cette année, les étudiants étrangers vont payer pour la première fois leurs frais d'inscription 10 fois plus cher que leurs camarades européens. Alors, quel impact pour ces étudiants et qu'en pense le président de l'université?
Voilà, pour le programme, ce sera donc à suivre toute la semaine à cette heure-ci dans Bonjour chez vous. Mais on va déjà parler de cette question du logement étudiant grâce à nos partenaires des télévisions locales. On va déjà prendre la direction de Rennes. 68 000 étudiants y ont fait leur rentrée universitaire. Et trouver un logement peut se révéler être un véritable parcours du combattant, comme nous le montre ce reportage de nos partenaires de TV Rennes. Après des études à Metz et Strasbourg, Cosima, 23 ans, vient de faire sa rentrée à Rennes. Malgré 1 mois et demi de recherche, elle n'a pu visiter que 3 studios et est toujours sans logement. À Strasbourg, j'ai eu 3 logements. À Metz, j'en ai eu 2. Donc je pensais être assez rodée dans la recherche d'appartements. Et en fait, ici, les moyens que j'avais avant, les moyens que je déployais avant ne marchent pas ici. J'arrive même pas à avoir de visite parce que j'arrive pas à joindre les agences ou les particuliers. Au bout de la 15e agence qui nous dit qu'ils n'ont rien, on se sent un peu seul en fait. On a l'impression qu'on a mis tous les moyens qu'on pouvait et qu'on n'arrive pas. Oui, on se sent seul en fait. Et pourtant, Cosima n'est pas seule. Comme elle, des milliers d'étudiants font face à un phénomène nouveau à Rennes, la pénurie de studios. Là actuellement chez Gébard, donc il y a une pénurie de logements, il n'y a aucun studio à louer, que ce soit T1 ou T1 bis. Responsable de la location dans cette agence depuis 10 ans, Jean Mèche n'avait jamais vu ça. En 2019, le nombre de logements disponibles à la location a baissé de 30% par rapport à 2018. Une pénurie de studios subie depuis le mois de juillet. Auparavant, on avait donc du stock à louer et à proposer à nos clients tout type de typologie lissée sur l'ensemble de la saison. Et là, il s'avère que c'est tombé très tôt. Donc le stock à louer est arrivé en pénurie très rapidement, tôt dans la saison. 700 à 1000 appels téléphoniques sont reçus ici chaque jour. Seule solution aujourd'hui pour les étudiants, modifier leurs critères et privilégier la colocation dans les logements T4 ou T5, toujours disponibles. Et on va débuter le débat de ce club avec vous, messieurs. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. Guillaume Doyen, un mot avec vous en réaction à ce qu'on vient de voir sur cette rentrée étudiante et toujours cette difficulté pour les étudiants de se loger. Oui, mais la nouveauté ou ce qu'on voit apparaître de plus en plus fortement, en tout cas, c'est que ce qu'on croyait réservé à Paris l'est plus. Maintenant, ça concerne aussi d'autres métropoles qui sont en pleine effervescence. Il y a Rennes, mais il y a Bordeaux, il y a Nantes, il y en a plein d'autres. Et on s'aperçoit aussi que les métropoles, enfin au sens institutionnel, doivent aider aussi ces étudiants à vivre maintenant. Donc les collectivités locales doivent s'impliquer et financer les unes des chèques logements, les autres des chèques alimentation, etc. Donc ce qui était parisien ne l'est plus. On assiste peut-être la preuve que la France se décentralise enfin, si j'ose dire. Eh bien, voilà. Et puis on suivra tout ça toute la semaine, puisque ce sera le thème de notre feuilleton. On va parler d'un sujet d'actualité, la PMA pour toutes, qui est examinée en ce moment même à l'Assemblée nationale dans la loi bioéthique. Plus de 70 000 personnes hier à Paris pour manifester contre cette PMA pour toutes, qu'ils appellent eux PMA sans père. Est-ce qu'on peut dire que c'est un succès, Dominique de Montvalon ? C'est une manifestation importante et qui doit être prise avec considération, ce qui est le cas d'ailleurs. Ce n'est pas un succès massif qui modifie complètement la donne. Il était important, et il reste important dans ce débat, que tout le monde, même ceux qui sont en situation d'être minoritaires, il n'y a pas que dans ce dossier-là que la situation de minoritaire existe, tout le monde ait droit à l'écoute, au respect et à l'expression de ses convictions. Et, alors cela étant, après, la démocratie, c'est qu'on débat et après, on tranche. On a vu des milliers de manifestants, mais peu de politiques, en tout cas beaucoup moins que pendant le mariage pour tous. Comment on peut l'expliquer, Jean-Baptiste ? Tout simplement, certains leaders, y compris de droite, qui tout en étant opposés à titre personnel à l'extension de la PMA à toutes les femmes, reconnaissent qu'il y a une forme d'accoutumance à la fois de leur parti, de leur base militante, et même des Français qui pourraient avoir des réticences sur le sujet depuis l'entrée en vigueur du mariage pour tous. Et donc certains considèrent que ce n'était pas forcément un combat prioritaire à mener. On avait vu entre 2013 et les primaires de 2016 des candidats putatifs à la présidentielle dire que s'ils étaient élus, ils abrogeraient le mariage pour tous. Ça a chauffé à blanc une partie de leur base, ça les a aussi radicalisés et ils se sont rendus compte en 2017 que ça les a peut-être coupés finalement d'une partie des Français beaucoup plus modérés. Et donc il n'y a pas forcément un intérêt politique personnel pour ces leaders de droite à s'afficher dans une manifestation telle que celle d'hier. Et puis c'est un sujet qui divise à droite. On va écouter ce que disait ce matin Gérard Larcher, le président du Sénat. Lui, il est favorable à la PMA pour toutes, mais il pose quand même des conditions. On l'écoute. Il y a 4 conditions. La levée de l'anonymat.
première des conditions. L'interdiction absolue de la GPA figurant dans le texte. Ça doit être écrit noir sur blanc. Interdiction de la GPA. La gratuité du don. Et ça dépasse la seule PMA, parce que ce texte est un texte de bioéthique aussi, et notamment le don d'organes. Et considérer que la PMA, qui est une possibilité, un confort de vie donné, ne relève pas de la sécurité sociale, de l'assurance maladie, car il ne s'agit pas là de traiter une infertilité. Donc pas de remboursement sécurité sociale. Guillaume Doyen. Oui, les Français ils sont majoritairement favorables. Et puis on voit très clairement que la droite ne sent qu'elle n'a plutôt des coups que des avantages à prendre dans cette affaire-là. Donc des réactions assez mesurées. Hein. C'est des demandes d'aménagement, ça ne va pas plus loin. On les sent y aller, mais très mollement. Mais on voit surtout que c'est un sujet, la ligne n'est pas claire. À droite, hier, il y avait deux des trois candidats à la présidence des Républicains dans le cortège, Julien Aubert, Guillaume Larrivé, pas de Christian Jacob. Il y a des contradictions qui sont vécues par l'ensemble des Français, qui soient pour, massivement ils sont pour, ou qui soient contre aujourd'hui. À droite, ils sont bien obligés de tirer les conséquences de l'impasse dans laquelle les a menés ces manifestations contre le mariage pour tous, manifestations répétitives, manifestations massives à l'époque, et ne débouchant absolument sur rien. Donc, fondamentalement, il y a une évolution. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas chez chaque Français des tensions, des contradictions, une sensibilité même aux arguments de la partie adverse, mais il y a une évolution de la société française dont il était temps pour la droite qu'elle la prenne en compte, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais comme le disait Gérard Larcher dans le son qu'on a entendu, c'est une loi de bioéthique, et de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'un peu à contre-temps dans les manifestations qu'on a vues hier, qui sont quand même très focalisées sur l'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes. C'est que ce texte bioéthique, il pose des questions philosophiques beaucoup plus, très diverses, et sur lesquelles les manifestants que l'on a vu hier auraient pu décider de mettre l'accent, par exemple, sur l'extension du diagnostic préimplantatoire. Alors c'est une question qui est un peu technique, mais la recherche sur l'embryon, par exemple, la PMA post-mortem pour des couples dont le mari serait mort avant l'implantation de l'embryon, par exemple. C'est des questions qui posent vraiment des questions philosophiques extrêmement profondes, et finalement, en décidant de ne focaliser l'attention uniquement sur la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, sujet sur lequel maintenant une majorité de Français est plutôt favorable, ils ont loupé le coche. Moi, je trouve très intéressant la façon dont Gérard Larcher présente les choses. Et il incarne l'évolution, tardement, mais l'évolution spectaculaire du camp de la droite républicaine au prix d'une division. Mais si je ne me trompe pas, je ne voudrais pas déformer ses propos, j'ai entendu quand même une expression qui m'a un peu heurté à propos de la PMA pour toutes, l'extension de la PMA, il a dit une décision de confort. Alors, certes, et il voulait dire par là qu'à ses yeux, ça ne doit pas être remboursé par la sécurité sociale, mais c'est quand même des expressions malheureuses, à mon avis, tel que je les ressens. C'est d'abord, je suis désolé de le dire aussi simplement, c'est d'abord un acte d'amour. Oui, Gérard Larcher qui incarne une évolution moderne de la droite, et même au sein du groupe Les Républicains, ça ne prend pas, il n'y aura pas de consigne de vote sur cette mesure de la PMA pour toutes. Vous avez un Bruno Retailleau qui, lui, est opposé personnellement, mais qui n'appelle pas à descendre dans la rue. Gérard Larcher qui est pour. Vous avez même un président de la Commission des Affaires sociales, Alain Milon, qui est pour la PMA pour toutes, et il est également pour la gestation pour autrui. Donc il n'y a aucune ligne au groupe Les Républicains. La liberté de vote, ça vaut aussi pour les députés En Marche. Les proportions ne seront pas les mêmes, des pour et des contre dans les deux camps, mais c'est très significatif. Ça traverse en diagonale les deux camps, si on peut dire, les deux camps, les interrogations. Allez, on va passer à un autre sujet de ce club, les suites de l'attaque au couteau à la préfecture de police de Paris et les questions qu'elle soulève sur la détection et le suivi des personnes radicalisées. Sous le feu des critiques, Christophe Castaner a voulu s'expliquer hier, c'était aux 13h de TF1, on l'écoute. Évidemment qu'il y a eu des dysfonctionnements. Quand on regarde le dossier administratif de l'auteur, sa procédure d'habilitation au secret défense, il l'a eu en 2003, elle a été renouvelée depuis systématiquement. Dans son dossier administratif, c'est un agent plutôt bien noté. C'est ce que j'indiquais dès jeudi. C'est un agent dont on reconnaît les qualités. Aucun élément sur une quelconque radicalisation apparaît.
Elles ont pourtant été soulignées. On parlait notamment de ces réactions après les attentats, de sa volonté de ne pas avoir de contact avec des femmes. Ce sont des collègues de travail qui l'entendent. Ça veut dire que la hiérarchie n'a jamais fait remonter ces informations qui auraient dû alerter, qui plus est dans un contexte policier. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors il va falloir creuser cela et c'est le sens de la première mission d'inspection qu'a demandé le Premier ministre pour comprendre ce qui s'est passé et les dysfonctionnements qui se sont passés. Mais est-ce qu'il va y avoir des membres de la hiérarchie qui vont être sanctionnés ? Mais il faudra, avant de chercher des sanctions, il faut comprendre. Dominique de Montvalon, est-ce que les critiques envers Christophe Castaner, nombreuses ce week-end de la part de l'opposition, pour vous, elles sont justifiées ? Écoutez, ce qui me paraît évident, c'est que Christophe Castaner aurait été bien inspiré de ne pas parler trop vite et un peu légèrement par rapport aux éléments d'un dossier qui se révèle au fil des heures et des jours de plus en plus complexe et grave. Bon, cela dit, il a fait l'objet d'un procès répétitif. Il fallait que la tête tombe. La tête tombe. Oui, c'est ce que je voulais dire. Il fallait qu'elle tombe dans la sueur. On s'en prend à Castaner. Il y a plus grave que le sort et le destin de Castaner. Il y a le fait que le cœur de la République a été atteint et que, quand même, dans les bouts d'explication ou d'éclairage qu'il a commencé à donner, tout citoyen, pas seulement journaliste, se pose des questions. Comment avait été repéré le début de radicalisation ? Quelles conséquences, il semble qu'il n'y ait pas beaucoup, ont pu être tirées ? Et au-delà de ça, pourquoi ont-ils décidé de ne pas officialiser ceux qui avaient dénoncé, ceux qui avaient fait remarquer la radicalisation de leurs camarades ? C'est celui qui les a assassinés il y a quelques jours. Pourquoi n'ont-ils pas voulu que ce soit officialisé ? Est-ce que c'est par complaisance ? Est-ce que c'est par gêne ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'assassinat et ils pouvaient craindre d'être accusés d'islamophobie ou de trucs comme ça, les procès d'intention. Enfin bref, c'est l'affaire. Alexis Brézet, dans son édito du Figaro, emploie un mot, le dénislamisme. Est-ce que c'est ça ? Bon, moi, je ne reprendrai pas cette formule-là, mais je pense que tous les Français, quels qu'ils soient, ont besoin de se mettre au clair sur la façon dont ils appréhendent le défi de l'islamisme radical et le défi communautariste. Jean-Baptiste Aoulas. Je pense qu'il faut se méfier des formules marketing de ce genre-là. En tout cas, c'est sûr qu'on est face à une matière humaine. Imaginez que vous avez un collègue au bureau qui, selon vous, pose peut-être problème. En fait, il faut juste imaginer le dénoncer potentiellement. Il faut imaginer aussi les dérives qu'il peut y avoir avec une sorte de calomnie, de dénonciation gratuite que l'on pourrait avoir. Donc c'est extrêmement difficile de mettre des procédures qui vont être très opératoires, très efficaces sur ce genre de cas. Guillaume Doyen, il y a des élus, notamment c'est les élus locaux, qui alertent depuis plusieurs mois sur cette question des personnes radicalisées. Oui, parce qu'on les forme et de même qu'on forme leurs agents à la lutte contre la radicalisation, l'État les a beaucoup impliqués dedans puisqu'ils sont en fait au premier rang. Au premier contact avec les jeunes, notamment, dans les quartiers difficiles. Et dans les services publics. Dans tous les services publics également. Donc tout cela est fait. Vous avez aujourd'hui, je ne sais pas, 2 millions de fonctionnaires publics, de fonctionnaires territoriaux. Vous avez 140 000 policiers, 80 000 gendarmes. Mon Dieu, il serait strictement impossible qu'il n'y ait jamais de faille. Et si à chaque faille, on demande précisément que la tête du ministre de l'Intérieur roule dans la Sûre, on arrive plutôt à un système qui n'est pas démocratique, mais qui est totalement aberrant. Donc il faut aussi se garder de tirer des conclusions politiques qui ne sont pas encore avérées. Alors le ministre de l'Intérieur, justement, il sera auditionné demain, Alex, au Parlement par la délégation du renseignement parlementaire. Parlementaire au renseignement, allez-y. Oui, exactement. Auditionné par la délégation parlementaire au renseignement. Alors cette délégation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une délégation composée de 4 sénateurs, 4 députés, qui chaque année doit rendre un rapport sur le renseignement de l'État. Donc ils auditionnent tous les directeurs du renseignement français, les ministres concernés. Alors demain, ce sera une audition totalement à huis clos. Oui, c'est à huis clos, justement, c'est intéressant. Secret défense. C'est grave. Il va y avoir des informations très importantes qui vont être données dans cette audition. Il n'y aura pas donc de spectacle médiatique autour de Christophe Castaner, sauf que le président de cette délégation, le sénateur Christian Cambon, a quand même divulgué certaines questions sur Twitter qu'il allait poser au ministre de l'Intérieur. Il va lui demander quelles habilitations
l'habilitation et comment cet individu a obtenu l'habilitation secret défense. Et puis voilà, toutes sortes de questions autour de la détection des personnes radicalisées dans les services publics. C'est important, c'est utile cette audition demain de Christophe Castaner. C'est utile et puis de manière générale, on entend quand même beaucoup depuis des mois, depuis même des années, des rumeurs parfois ou des fantasmes sur cette radicalisation qui gangrènerait des entreprises publiques comme dans les transports par exemple ou des administrations, la police, pourquoi pas la défense. Ce qui est important, ça va être vraiment d'objectiver, de trouver les moyens, sans doute, ça peut être le rôle aussi des parlementaires avec leur pouvoir de contrôle, de poser des chiffres, de savoir exactement ce qui se passe dans ces entreprises ou dans ces administrations pour justement échapper aux rumeurs, aux fantasmes qui peuvent aussi nourrir une forme de vote extrême. Allez, on va continuer à parler de Christophe Castaner puisqu'il est à la une de plusieurs journaux, hein, Alexandre Poussa. Et oui, et notamment... Et il est à la une notamment du Midi Libre. Et oui, Christophe Castaner au rapport. Alors même si le ministre de l'Intérieur n'a pas démissionné hier, il devra quand même rendre des comptes, notamment autour de la sécurité nationale. Et dès demain, on le disait, face à la délégation parlementaire au renseignement, devant laquelle il sera auditionné. Autre sujet à la une de la Marseillaise, c'est le débat sur la politique migratoire qui a lieu au Parlement aujourd'hui. Et oui, avec un Emmanuel Macron qui se débat en eau trouble, puisque c'est le président de la République lui-même qui avait souhaité ce débat sur l'immigration, avec notamment la mise en scène d'un parler vrai envers les classes populaires sur ce sujet de l'immigration. Et derrière ce parler vrai, il y a bien sûr la stratégie de rejouer le duel à la présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen et le Rassemblement national. Ce débat sur l'immigration qui est aussi à la une du Télégramme. Et oui, alors que ce débat va forcément véhiculer des fausses informations et puis des idées reçues, le journal Le Télégramme décide de donner les vrais chiffres de l'immigration en France, et avec une page dans le dossier intérieur qui permet justement d'apporter de la précision au débat. Alors on va regarder ces chiffres, notamment sur les réfugiés. Fin 2018, en France, on recensait 278 765 personnes sous protection, et parmi ces personnes sous protection, il y a plus de 225 000 personnes qui ont le statut de réfugiés. Autre chiffre important qui va être utilisé dans le débat, celui sur l'aide médicale d'État, la couverture santé des étrangers en situation irrégulière. Eh bien, aujourd'hui en France, l'aide médicale d'État coûte par an 934 millions d'euros et bénéficie à plus de 300 000 sans-papiers. Et on termine, Alex, avec l'Écho de Haute-Vienne, toujours sur ce sujet de l'immigration. Et oui, toujours sur l'immigration, alors qu'une centaine de migrants sont actuellement menacés d'expulsion à Limoges, et 150 personnes ont manifesté ce week-end dans les rues de Limoges pour soutenir ces personnes. Et notez que dans cette centaine de migrants, il y a 23 enfants. Merci Alex pour cette revue de presse, ce débat sur la politique migratoire qui va avoir lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mercredi au Sénat. D'abord, il faut peut-être préciser, Jean-Baptiste, que ça n'a de débat que le nom, puisque dans la forme, ça ne sera pas vraiment un débat. Oui, ça va être une suite de prises de parole du gouvernement, de ministres comme Christophe Castaner ou Agnès Buzyn. Et puis ensuite, les groupes parlementaires ont chacun un temps qui est proportionnel à leur nombre de députés. Donc c'est évidemment La République En Marche que l'on va entendre le plus dans l'hémicycle. Donc voilà, dès que c'est déclaratoire. Il n'y a pas de vote. Et il y a surtout pas de vote, exactement. Et même, on va en reparler, je pense, dans quelques minutes, les députés de La République En Marche en particulier ne savent absolument pas dans quelle direction le gouvernement veut concrètement les emmener sur l'immigration. Oui, puisque c'est pas très clair. En fait, on a l'impression qu'Emmanuel Macron cherche une sorte d'équilibre entre fermeté, humanité. C'est ça la ligne à trouver, Dominique de Montvalon ? Ce ne sera pas en tout cas le décalque des positions du Rassemblement national et de l'aile droite des Républicains. Écoutez, moi je pense que c'est pas normal que ce sujet soit devenu une sorte de tabou, le sujet des migrations. C'est le meilleur service à rendre, sauf si on joue la carte de l'extrême droite, c'est le meilleur service à rendre au Rassemblement national que de lui laisser le monopole des intox et des déclarations répétitives sur ce sujet, qui crée un climat qui est globalement, à mes yeux, malsain. Alors maintenant, ouvrir un débat comme celui-là, même sans vote, c'est pas sans risque. C'est pas sans risque. Au moins pour une raison, c'est que le groupe En Marche à l'Assemblée, on parle des députés, est divisé. C'est pas nouveau, mais on va le vérifier.
Mais tout le monde est un peu divisé parlementairement. Ça fait partie de la nouvelle donne politique. Donc lever le tabou, mais parler suffisamment clair pour qu'il se dégage un discours qui soit à la fois qui informe, en vérité, et qui ne nourrissent pas de nouveaux fantasmes. C'est un débat risqué aussi pour vous, Guillaume Doyen? Non, moi, pas du tout. Je pense qu'ils préfèrent poser le débat avant que le Rassemblement national n'en ait le monopole, en fait. Hein. Oui, je suis d'accord avec vous. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de risques. Il a déjà le monopole, d'ailleurs. Bon, il faut briser ce monopole. Disons, voilà, vous avez raison. Et puis, il avait déjà posé cette question-là d'une manière un peu différente, en augmentant fortement les droits d'inscription des étudiants étrangers non européens. C'était une des premières pierres qu'il posait à l'époque pour marquer une certaine fermeté à l'encontre de l'immigration. Donc il n'y a rien de nouveau. Bon, un débat sans vote, une succession de déclarations. Oui, mais ça montrera l'évolution des esprits, c'est intéressant. Ça peut être intéressant. Pour moi, c'est pas tant le débat d'aujourd'hui qui est dangereux, entre guillemets, pour le gouvernement, puisque vous allez avoir la majorité qui va être prise entre des accusations de manque d'humanisme venant de sa gauche et des accusations de laxisme venant de sa droite, donc ils auront l'air finalement assez équilibrés sur le sujet. Non, ce qui est dangereux, c'est que si... comme le dit l'exécutif, vous voulez faire le point, objectiver l'immigration, quitte, pourquoi pas, à montrer certains abus, certains problèmes qui demeurent malgré la loi asile-immigration de l'an dernier, eh bien, il faut vous mettre en position de régler le problème. Or, régler le problème, ce n'est pas uniquement le droit français ou les pouvoirs français qui le peuvent. Il y a des sujets européens de solidarité entre les pays sur lesquels la France ne peut avancer que par négociation. Il y a des thèmes comme ceux de la reconduite dans leur pays d'origine de certaines personnes en situation irrégulière, il faut un laisser-passer consulaire. Ça ne s'obtient pas comme ça non plus, même s'il y a eu quelques progrès dernièrement, ce n'est pas le cas. Donc tout ça pour dire que si vous voulez, vous pouvez dire que vous pointez le problème, que vous ne laissez pas le débat au Front National. Toujours est-il que si vous vous montrez incapable de le régler, vous mettez en scène finalement votre impuissance et vous ne faites que nourrir ce vote extrême que vous vouliez éviter. Là, je vous comprends, c'est le risque. Mais vous choisissez d'approfondir l'analyse pessimiste, hein. Évidemment, si on considère qu'on ne peut pas résoudre le problème ni au niveau européen ni au niveau français, c'est vraiment mieux de ne pas en parler. Enfin, moi, je pense quand même que c'est bon que c'est bon que les cartes soient mises sur la table et que prenez par exemple l'aide médicale d'État, c'est sacré, il n'est pas question de la mettre en cause. C'est intéressant pour l'ensemble des Français de savoir demain ou après-demain jusqu'à quel point il y a eu des abus ou pas. Par exemple, je prends cet exemple-là. Alors justement, sur l'aide médicale d'État, les cartes, elles sont mises sur la table chaque année, et notamment le Sénat, dans le budget, recentre cette aide médicale d'État en aide médicale d'urgence que pour les maladies graves. Et à chaque fois, l'Assemblée, le gouvernement s'oppose. L'exécutif dit non. Voilà. On va voir le changement de ça a peut-être bougé, ça a peut-être bougé. On suivra ce débat cet après-midi à l'Assemblée nationale et mercredi au Sénat. Comme tous les jours, on va se rendre maintenant dans une rédaction locale. Le lundi, vous le savez, direction la Picardie. Retrouver nos partenaires du courrier Picard. Bonjour Mickaël Tassard. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes avec nous tous les lundis, puisque pendant 9 semaines, on le rappelle, vous lancez une grande opération intitulée PIC Avenir. Vous consultez les habitants de la Picardie sur différents thèmes. Et le thème de la semaine précédente, c'était le tourisme. Alors qu'ont dit les Picards ? Alors les Picards nous ont dit qu'en fait en matière de tourisme, bien évidemment la Picardie ce ne sera jamais le Var, mais elle regorge d'atouts que les Picards doivent mettre en avant pour assurer leur propre avenir, notamment la baie de Somme qui est parmi les plus grands sites de France, et à noter aussi le tourisme de mémoire, c'est-à-dire ces dizaines de milliers de visiteurs qui viennent chaque année parfois de l'autre bout du monde, on pense aux Australiens, qui viennent sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, qu'il s'agit maintenant de retenir pour que l'économie se développe autour de la présence de ces dizaines de milliers de touristes chaque année. Alors on le disait, un thème par semaine, là c'était le tourisme et la semaine prochaine, cette semaine d'ailleurs, vous allez vous intéresser au développement durable et à la transition écologique. Tout à fait. Alors il faut savoir, et vous le savez sans doute, que les Hauts-de-France sont la première région de France en termes de production d'énergie éolienne, et cela grâce à l'aide de 1700 mâts posés dans la région. Alors la région Hauts-de-France, par l'intermédiaire de Xavier Bertrand, a dit que maintenant c'était fini, qu'il y en avait assez parce que ça dénature un peu le paysage. Il n'en demeure pas moins que l'actualité vient aussi nous conforter dans ce choix de traiter ce thème cette semaine, puisque l'État a signé
signé par l'intermédiaire de Gérald Darmanin vendredi dernier le dernier milliard d'euros qu'il manquait encore à la réalisation du canal Seine-Nord. Cette fois, le tour de table est complet. Les collectivités, l'Europe ont mis la main à la poche pour débourser ces 4,5 milliards d'euros qui vont permettre de réaliser le chaînon manquant entre l'Île-de-France et les ports de la mer du Nord. Le canal Seine-Nord, ça va retirer des routes des dizaines de milliers de camions chaque année qui transportent les marchandises, mais c'est aussi en termes d'emploi, 10 000 emplois pour creuser le canal dans les années qui viennent. Donc ça, c'est une nouvelle alors qui satisfait ceux qui estiment que l'économie et le développement durable avaient besoin de ce canal Seine-Nord. Le canal a aussi ses détracteurs qui estiment à l'inverse qu'il fallait plutôt miser sur le rail. En tout cas, le tour de table aujourd'hui est complet et 4,5 milliards d'euros vont être déboursés pour la réalisation de ce canal Seine-Nord. Merci beaucoup, Mickaël. Un mot sur votre une. On va la regarder ensemble, la une du Courrier Picard aujourd'hui. Oui, c'est la une de notre édition d'Amiens. On revient en fait sur la manifestation des Gilets jaunes de samedi, auquel une trentaine de Black Blocs sont venus s'intercaler dans la manifestation qui était interdite en centre-ville et qui donc s'est déployée vers les quartiers périphériques, notamment le quartier Saint-Pierre d'Amiens, où on dénombre de nombreux dégâts après le passage de ces 30 à 40 Black Blocs qui se sont joints au cortège. Merci beaucoup, Mickaël. Merci d'avoir été avec nous, nos partenaires du Courrier Picard. On vous retrouve bien sûr lundi prochain pour la suite de cette opération Pic Avenir. Et merci à Wéo pour la réalisation de ce duplex. Pour terminer, on va se rendre dans les coulisses du Sénat. Et c'est avec vous, Alex Poussard, vous qui détenez les clés du Sénat. Tous les mois, vous nous faites découvrir un lieu. Et ce mois-ci, c'est la Galerie des Bustes. Et oui, Hollywood a son Walk of Fame avec toutes ses stars. Et bien, le Sénat a sa Galerie des Bustes. C'est le couloir du Sénat où on peut découvrir les bustes des sénateurs les plus célèbres. Alors, vous avez Jules Ferry qui a rendu l'école publique gratuite et obligatoire. Vous avez Waldeck-Rousseau qui a autorisé les syndicats. Également, le buste de Léon Gambetta qui a participé à la création de la Troisième République. Donc, des noms célèbres de la Troisième République, mais également des sénateurs moins connus qui ont quand même marqué l'histoire de France, et notamment Émile Reymond, combattant pendant la guerre 14-18. Écoutez Hélène Conway-Mouret, la sénatrice, qui le présente. Eh bien, ici, nous avons un exemple d'un sénateur engagé, Émile Reymond, qui a perdu la vie en 1914 alors qu'il effectuait un vol d'observation. Et il était aussi vice-président du groupe aviation au Sénat. Donc les sénateurs sont engagés, on peut le voir, jusqu'au bout, jusqu'à y perdre la vie pour certains. Et voilà, pour Émile Reymond, le sénateur aviateur. Alors aujourd'hui, cette galerie des bustes, c'est un peu le couloir de jonction entre l'hémicycle où se déroulent les débats et la salle des conférences où se rencontrent les sénateurs et les visiteurs. Début 19e, eh bien, c'était la bibliothèque du Sénat conservateur sous Napoléon. Et dans la période monarchique, c'était le jardin du palais, le balcon du palais qui donnait directement sur le jardin. Alors il y a quand même un détail marquant dans cette galerie des bustes, c'est qu'il n'y a que des bustes masculins, ce qui pose quand même un petit problème de vision de l'histoire. Alors pour corriger cette vision de l'histoire trop masculine, le Sénat a érigé une plaque en l'honneur des femmes résistantes. Écoutez Hélène Conway-Mouret. Nous avons derrière moi le buste de Jules Ferry et à côté une plaque qui commémore l'engagement des femmes résistantes qui à l'époque n'avaient pas le droit de vote mais qui néanmoins étaient habitées par un fort engagement politique pour la libération de notre pays et contre l'oppression nazie. Voilà, les femmes sont donc aussi mises à l'honneur dans cette galerie des bustes. Et pour la petite histoire, il y a des bustes qui ont les yeux sculptés, des sénateurs qui ont les yeux sculptés, d'autres sénateurs qui ont les yeux qui ne sont pas sculptés, qui sont tout blancs. Et quand ces yeux n'étaient pas sculptés, ça veut dire que le sculpteur estimait qu'il n'avait pas été assez bien rémunéré, donc il ne finissait pas son ouvrage. Voilà. Eh bien voilà, merci beaucoup. C'est eux qui payent. Voilà. Merci Alex pour toutes ces infos. On vous retrouve le mois prochain pour découvrir un nouveau lieu. Puisqu'on parle du Sénat rapidement, un mot sur Gérard Larcher qui a annoncé ce matin dans
une autre matinale, qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle de 2022. Il fallait clarifier, Jean-Baptiste Daoulas. Ah oui, parce qu'il y avait une déclaration un petit peu ambiguë dans son livre d'entretien où il disait qu'il prendrait ses responsabilités, en gros, si vraiment il le devait, ce qui n'était déjà pas très engageant. Mais on voit que Gérard Larcher, en ce moment, est dans une démarche de rassemblement de la droite et j'imagine qu'il n'a pas voulu donner l'impression que c'était dans un but d'ambition personnelle. Eh bien voilà, c'est dit, un livre d'entretien avec Marion Moore qui sort mercredi en librairie. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Merci Dominique de Montvalon, merci Jean-Baptiste Daoulas. On va voir la une de l'Express de cette semaine consacrée à Jacques Chirac. Merci Guillaume Doyen. On va aussi voir la une de la Gazette des Communes sur les services de proximité, Guillaume, cette semaine. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Nous on se retrouve demain. L'invité politique, ce sera Julien de Normandie, ministre chargé de la ville et du logement. On vous attend demain. Très bonne journée sur Public Sénat. Public Sénat, en partenariat avec la presse quotidienne régionale et les télévisions locales, et avec le soutien de la Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le club